Pourrait-on diagnostiquer un porteur du Covid avec son téléphone ? À Cambridge, en Angleterre, il est question depuis quelques semaines déjà de diagnostiquer le Covid via une application téléphone. En tout cas, c'est l'idée initiale, car pour l'instant les développeurs manquent de données. En France, c'est la startup Covid2 qui propose de vous faire passer des tests pour développer une application du même genre sur votre téléphone. Vous pouvez d'ailleurs participer à la collecte de données pour ces applications grâce au lien en description. Ce qui est super avec les smartphones, c'est que les capteurs embarqués sont nombreux. Caméra, microphone, gyromètre ou accéléromètre par exemple. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un œil à l'application Firefox, qui vous permet de faire tout plein de choses avec le capteur de votre téléphone. Je vous mets un lien dans la description encore. Ils ont une super chaîne YouTube pour leur appli. En particulier, dans cette vidéo, on va s'intéresser au microphone. En toussant sur votre téléphone, il serait possible de repérer la signature acoustique du Covid. Nettoyez votre téléphone après, quand même. Bon, le principe de cette méthode n'est pas nouveau, car c'est ce qui se fait dans le domaine du traitement du signal. L'idée est d'obtenir une banque de sons de tout et de faire un peu d'analyse sur ces sons pour en tirer des informations qui n'apparaissent que pour les individus malades. Alors, en retrouvant cette signature sonore si vous toussez dans votre téléphone, on peut vous diagnostiquer, ou du moins aider au diagnostic. Une étude de 2001 montre par exemple qu'on peut différencier une toux provoquée avant et après inhalation de méthacholine, qui est un composé qui permet de faire temporairement rétrécir les bronches. Et il se trouve que si vous toussez dans un micro après avoir inhalé de la méthacholine, on peut le savoir grâce au signal audio enregistré. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche à faire. Pour ça, on va enregistrer un signal audio de toux. Je dois faire de la toux pour la démo. La démo. Ensuite, on a besoin de définir 3 phases temporelles dans la toux. Une phase initiale, une phase intermédiaire et une phase finale. Eh bien, après inhalation de la molécule de méthacholine, on remarque que la phase intermédiaire est significativement allongée. Ici, j'ai pris un indicateur très simple, l'allongement d'une durée. Mais il existe beaucoup d'autres indicateurs plus ou moins subtils. Pour ça, on a des outils mathématiques qui nous permettent de voir le signal sous un angle différent. Selon une autre étude réalisée en 2016 à l'Imperial College of London, il est possible de faire des analyses de signaux audio pour les toux de malades atteints de coqueluche. Et il semblerait que ces résultats soient probants. Ce qui est intéressant dans ces deux études, c'est que dans les deux cas, on aide au diagnostic pour un problème situé dans les poumons, comme dans le cas du Covid-19. Avec les méthodes de traitement de signal actuelles, on peut avoir accès à beaucoup d'informations pour peu qu'on sache où chercher. Ces recherches connaissent en ce moment un essor dû au développement des modèles de réseaux de neurones modernes. Par exemple, le Decay Challenge permet à des chercheurs de comparer l'efficacité de leur algorithme entraîné sur une banque de données commune, ce qui permet aux chercheurs de trouver des indicateurs qui semblent pertinents pour caractériser ou classer des individus au sein d'un groupe sans être tentés de tricher en connaissant déjà ce qu'ils doivent classer. Pour ça, une méthode très utilisée aujourd'hui est celle de l'analyse de spectrogrammes. Il se trouve que pour X raisons, la reconnaissance d'images est aujourd'hui un sujet bien mieux maîtrisé que la reconnaissance des sons. Alors, on peut transformer les sons en images pour appliquer ces méthodes de reconnaissance qui sont déjà efficaces. Pour faire ça, on définit en premier lieu un spectre. Un spectre audio nous dit de quoi est composé un son. Par exemple, on peut analyser ma voix. Le spectre nous dit que ma voix est constituée de ces fréquences-là. Ça marche quand le son est stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne varie pas dans le temps. Si je change de note, il me faut une nouvelle mesure, et donc j'obtiens un nouveau spectre. Le spectrogramme, c'est une sorte de saucisson de spectre. On a un premier spectre, puis le spectre de l'instant suivant, puis le suivant, etc. On a donc accès à l'évolution des fréquences d'un son au cours du temps. Un exemple bien connu des fans est celui de la BO de Doom, qui utilise des sons bizarres pour faire apparaître des pentacles dans le spectrogramme. Ce qui est intéressant, c'est que ces images donnent des informations à la fois sur comment le son évolue dans le temps et quelle fréquence le compose. Il ne reste plus qu'à demander à un algorithme d'apprendre à identifier certaines formes caractéristiques.
De cette façon, des informations auxquelles on n'avait pas accès sont maintenant directement exploitables. C'est de ça dont on parle en analyse de signal, rendre des informations visibles par des moyens détournés. Cependant, comme pour n'importe quel outil, le spectrogramme a des limitations. Quand je dis que chaque tranche de spectrogramme est un spectre, la précision de ce spectre sera tributaire de la longueur de la tranche, c'est-à-dire à la durée audio qu'on analyse avec notre algorithme. Et vos oreilles font la même chose en réalité. Pour comprendre, on va faire une petite expérience. Je vais envoyer 3 fois le même son, mais plus ou moins court. Essayez de dire si le son est grave ou aigu et essayez de chanter la note jouée. Par exemple, si j'entends « Oh », je peux chanter la note « Oh ». Maintenant, à vous de jouer. Voici la note mais très courte. La note courte et la note longue. Comme vous pouvez le remarquer, il vous faut un certain temps pour comprendre et pouvoir chanter la note. Plus le temps qu'on vous laisse pour détecter cette note est court, moins vous êtes efficace. Il en va de même pour le spectre. Faire un spectrogramme, c'est donc un compromis entre être précis sur les changements du signal dans le temps et être précis sur son spectre à chaque instant. Nos outils mathématiques ont toujours des limitations, mais nous permettent cependant de prédire certaines choses. Sans avoir forcément besoin de comprendre ce qui se passe dans la nature, on peut entraîner des algorithmes de classement efficaces. À Rennes, par exemple, une doctorante travaille sur la détection de la maturation grâce à l'enregistrement et l'analyse des bruits produits par un nouveau-né prématuré. L'idée derrière ces recherches est d'obtenir une banque de sons suffisamment large pour essayer ensuite d'identifier des différences entre un individu ayant un développement physiologique normal et un individu ayant un problème de santé. Mais aussi, pourquoi pas, en maison de retraite ou à l'hôpital, ces méthodes pourraient permettre de prévenir le personnel lors d'une chute, sans pour autant écouter les résidents en permanence, qui serait un peu indiscret. Ce que je veux dire, c'est qu'un algorithme peut être entraîné à ne réagir qu'en cas de chute, sans avoir à espionner, puisque le micro n'a pas besoin de tout enregistrer. Alors petite précision quand même, parce que je dis qu'on n'a pas besoin de tout enregistrer. En fait, il faut bien comprendre que d'abord, on a besoin de constituer une banque de sons, donc pour ça, il va falloir qu'on enregistre plein de sons, mais une fois que ça s'est fait et qu'on a identifié des traits de caractère sonores pour le phénomène qu'on veut détecter, on peut faire le traitement en temps réel. Dans le cas d'une chute en maison de retraite, on n'a pas besoin d'enregistrer tout avec le micro, puisque le micro peut faire, avec un petit ordinateur derrière, peut faire le traitement en temps réel et ne rien enregistrer, uniquement détecter quand il y a des événements de chute. Genre, il saurait dire, tiens, ça c'est le bruit d'une chute. Je reconnais puisque j'ai été entraîné là-dessus. Pour en revenir au Covid, il est probable qu'enregistrer des gens qui toussent dans un micro sera utile pour repérer et diagnostiquer un porteur du virus. Mais pour ça, on a besoin d'avoir beaucoup de personnes qui toussent devant leur ordinateur pour avoir assez de données à étudier et ne pas se laisser berner par des éventuelles erreurs de mesure. Mais le point positif, c'est qu'on sait que le virus agit dans les poumons. Et vu que des études ont déjà été faites dans ce cas, on peut s'attendre à avoir de bons résultats sur le Covid-19. En tout cas, on pourra analyser tous ces sons et trouver des similitudes entre les personnes atteintes du virus ou non. Ce que je trouve super intéressant à présenter les choses comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre comment fonctionne le coronavirus pour pouvoir, de notre côté, aider au diagnostic. Et c'est en fait quelque chose qu'on fait assez souvent en sciences, et d'ailleurs même en sciences physiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir développer des outils qui vont nous aider à cerner un phénomène sans pour autant avoir à comprendre ce phénomène. Ce qui fait que quand on va vouloir développer des modèles théoriques, ou qu'on va faire des expériences pour mieux comprendre de quoi il en retourne, on va avoir accès à toute cette panoplie d'outils qui vont pouvoir être réutilisés et nous donner des infos a priori sur ce qu'on cherche. Mais cette méthode ne vous dira pas ce qui est la source de ces différences. Et c'est là que des méthodes théoriques peuvent être faites en parallèle d'études expérimentales pour pouvoir compléter le grand tableau de notre connaissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à nous, on se retrouve dans le prochain épisode de La Science Sonore. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à commenter et à la partager sur tes réseaux sociaux. Bisous!